Je vous emmène aujourd'hui à Antoing. Regardez cette vieille maison avec des pignons en pas de moineaux et des arcades contre la pluie. Et sur cette même place, l'entrée du château. C'est une barbacane du XIIIe siècle, réaménagée au XIVe siècle, puis remis au goût du jour dans le style néo-gothique si cher à Viollet-le-Duc, car en fait, l'architecte du château et de toute la réorganisation de la propriété est Clément Parent, qui avait été élève de Viollet-le-Duc. Passez cette porte et regardez le magnifique château qui s'offre à nos yeux. Vraiment le mélange du Moyen-Âge et du 19e siècle, de goût néo-gothique. Voilà cette vieille forteresse, car en fait, nous sommes sur un rocher qui domine la plaine allant de Tournai à Mons. Nous sommes sur la rive de l'Escaut et autant vous dire que c'est un endroit stratégique de première importance. Dès le Xe siècle, il y eut une motte féodale en bois, puis elle fut ceinturée de pierres. Regardez ici, ce sont les restes des vieux murs du XIe siècle. Regardez là autour, on voit encore ces murs et surtout l'endroit où il y avait les grands fossés avec de l'eau. Car dès le XIIe siècle, c'est une forteresse, il y a un donjon énorme pour protéger la Wallonie. Puis en 1436-1452, la demeure est aménagée, plus confortable, enfin disons avec une résidence plus agréable à vivre. Tous les vieux arbres dans le parc rappellent ces périodes. Voilà encore un platane qui est absolument somptueux. Et nous revenons à ce château. Vous voyez la tour carrée qui est la plus ancienne, sur laquelle, au XVIe siècle, on a accolé cette petite tour en briques pour pouvoir voir plus haut encore. Il y a un escalier à vis à l'intérieur et évidemment, mes petits-enfants n'ont pas résisté, ont grimpé là-haut, la centaine de marches et regardez, ils ont filmé avec leur téléphone. La balustrade et tout l'horizon. On comprend que cet endroit était stratégique quand on voit la vue qu'on peut avoir à partir de là-haut. Puis on redescend, c'est le prince Charles-Antoine de Ligne qui fait la visite à mes petits-enfants en leur montrant tous ces trésors et avec une gentillesse et surtout une simplicité tout à fait extraordinaire. Surtout, il connaît bien son histoire et c'est tout à fait passionnant. Voilà les armoiries des princes de Ligne sur une tapisserie. La salle à manger, la prise de l'île par Louis XIV et au mur, toutes les assiettes de la Compagnie des Indes avec de très jolis tableaux. C'est un prince de Ligne surnommé le Grand Diable. Puis d'autres portraits de famille, toujours dans ces pièces. Et surtout là, regardez, nous sommes à l'intérieur d'une tour. Regardez l'épaisseur des murs, c'est impressionnant. Et là, par terre, il y a les oubliettes qui, évidemment, intriguent énormément la jeunesse. Le travail de briques est tout à fait remarquable avec sa voûte. Et regardez ces gros morceaux de granit pour consolider le tout. On comprend que cette forteresse n'ait jamais été prise. Puis un salon dans lequel il y a les ducs de Biron, plusieurs, une tapisserie magnifique, des objets tous plus rares les uns que les autres, encore un duc de Biron, dont descendent les La Trémouille, et donc les princes de Ligne. Et puis dans le salon rond, c'est les deux défenses d'éléphants, dont l'une a été offerte au prince de Ligne. Ça, c'est une peau d'ours avec ce petit fauteuil amusant Napoléon III refait. Maintenant, on monte l'escalier à vis, vous voyez, typique du style néo-gothique du 19e siècle. Nous arrivons dans le couloir du second étage qui dessert toutes les chambres. Il est tout en rouge avec des magnifiques gravures. Une petite bibliothèque et sur la bibliothèque des photos de familles récentes, plus ou moins récentes,
avec entre autres à droite les photos de collèges, des collèges anglais. Voilà toutes ces photos, des jolies photos. Et nous arrivons dans une première chambre. Alors, est-ce que c'est là que Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a dormi en 1464, ou bien son fils, Charles le Téméraire, 4 ans plus tard, ou encore l'empereur Maximilien d'Autriche? Il aurait alors admiré cette magnifique vue sur le parc. Et à l'horizon, l'Escaut. Henri VIII, roi d'Angleterre, y vint lui aussi. En 1546, Charles Quint, et puis son fils Philippe II. En 1565, c'est Guillaume le Taciturne, prince d'Orange-Nassau. Et la chambre, voilà, c'est celle que j'ai occupée, qui donnait sur l'autre façade. C'est peut-être celle-là où dormit Louis XIV en 1670, quand il venait surveiller les travaux de Vauban à Tournai. Ça, c'est la vue de ma chambre. Nous reprenons l'escalier en vitesse et en courant vite pour nous retrouver à l'étage inférieur, encore un long couloir. Il dessert différentes chambres, mais au bout de ce couloir, toujours en rouge lui aussi, Antoine Philippe de la Trémouille, prince de Talmont, qui combattit dans l'armée vendéenne, il fut même général, et périt à 30 ans, guillotiné devant son château de Laval. Reprenons l'escalier pour nous retrouver au rez-de-chaussée dans la fameuse galerie Viollet-le-Duc, qui est vraiment impressionnant, de jolies proportions et des tableaux copies d'anciens. Sur un des murs, la tapisserie des armes des princes de ligne. Car en effet, en 1584, Marie de Melun d'Épinois épouse Lamoral Ier, prince de ligne. C'est l'unique héritière. Donc depuis cette date, les princes de ligne sont héritiers de ce domaine, avec tous les aléas de l'histoire. Donc en 1901, c'est les jésuites qui viennent installer leur collège, ils sont chassés de France. Et parmi les élèves, entre 1905 et 1908, il y a eu Charles de Gaulle qui a préparé là Saint-Cyr. En 1914, c'est un hôpital allemand, puis le château est délaissé, jusqu'à ces dernières années où le prince Charles-Antoine de Ligne-La Trémouille a repris le flambeau et redresse ce château, mais surtout, il a créé un éco-resort. C'est absolument extraordinaire et c'est là que les garçons ont logé. C'est à quelques kilomètres du château, au milieu des champs, vous voyez, de blé avec les coquelicots, c'est tout à fait joli. Alors voilà, on arrive là, on dépose sa voiture, ensuite tout le reste se fait à pied. Il y a des cottages de styles différents, un restaurant, une salle d'accueil, et voilà la petite voiture électrique qui nous emmène ici ou là, qui emmène les bagages dans les maisons, bien. Si vous êtes fatigué, vous téléphonez, on vient vous chercher, on vous confie une petite voiture électrique comme celle-là. Et continue autour des temps, il y a tous ces cottages pour 5, 3, 8, 10 personnes, ça dépend. Et ce qu'il faut, c'est retrouver le calme, le plus grand calme, et retrouver la nature. Voilà un cottage, alors celui-là beaucoup plus petit, pour 3 personnes seulement. Puis il y en a d'autres comme celui-là beaucoup plus grand pour 7 à 8 et 10 personnes, même parfois. Le confort y est extrême et la décoration tout à fait extraordinaire. Donc ici nous sommes près du parking avec les plaques solaires qui donnent l'électricité. Et regardez dans ce coin-là des lodges qui sont surélevés sur pilotis pour avoir le paysage sur le lac qui est derrière, l'étang qui est derrière. Et devant les grandes baies vitrées pour attraper la lumière et le plus de soleil possible. Ce sont des lodges qui peuvent accueillir 5 à 7 personnes. Donc c'est vraiment dans la nature, mais au milieu des 250 hectares de forêt. Et il y a 180 petites constructions de toutes sortes. Ici, le pavillon d'accueil, où on prend les clés, on choisit son cottage.
dans un endroit à la décoration tout à fait nature, voyez là, avec des troncs d'arbres et regardez la table. Voilà encore, c'est tout à fait brut et très original comme décoration. Ici, simplement un tronc d'arbre comme table, voyez, donc mais vraiment il y a énormément d'idées à prendre. Et là, une table, là aussi, un tronc d'arbre brut. Et regardez les salles, il y a aussi une salle de restaurant, une piscine. Enfin, c'est un lieu absolument magique que je vous propose de découvrir un de ces jours. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.